Bonjour tout le monde. Nous allons poursuivre le module de physique des composants semi-conducteurs 3 destiné principalement aux étudiants de Master 2 microélectronique. Ici, quelques références et sites à consulter en cas de besoin. Le cours d'aujourd'hui porte sur les puits quantiques et super réseaux. Donc, pour commencer, je vous donne le plan de l'exposé. Donc, nous allons tenter un bref survol dans un premier temps sur les techniques de croissance des cristaux semi-conducteurs, leurs caractéristiques et contraintes. Et nous donnons ici quelques exemples de matériaux d'hétérostructure simples. Oui, on donne les différents types d'hétérostructures et leurs caractéristiques. Et on va dire quelques mots sur comment obtenir une grande mobilité. On passera par la suite à l'étude des spectres d'énergie fonction d'onde dans le cas d'un puits de profondeur infinie, puis dans le cas d'un puits de profondeur finie. Et on passera par la suite à l'étude des multipuits quantiques indépendants ou non couplés, puis les multipuits couplés. Dans les deux cas, donc, on va essayer de déterminer les fonctions d'onde, les valeurs propres et les diagrammes d'énergie. Après cette étude de multipuits quantiques, donc, on fera l'extension au super réseau. On va voir comment se forment ces super réseaux, l'analogie avec les multipuits quantiques, la structure de ce bond d'énergie et la comparaison avec le puits unique. Bien sûr, la comparaison entre le puits unique et le super réseau. Et on finira par aborder le modèle de chronique épinée. On va voir les solutions, comment obtenir les solutions de l'équation de Schrödinger en tenant compte de la théorie de blocs. Et on va voir aussi l'effet de la largeur des puits et comment déterminer la courbe de dispersion. Cette deuxième partie concerne les puits quantiques. Donc, on commence par les techniques de croissance de cristaux semi-conducteurs. Donc, les techniques qui permettent de réaliser des couches monocristallines sur, bien sûr, un substrat convenablement choisi, avec une maîtrise exceptionnelle de la composition chimique et des qualités cristallographiques et de l'épaisseur. Ces techniques sont l'épitaxie par J moléculaire ou MBE, le dépôt en phase vapeur à partir d'organométalliques ou le MOCVD. Les caractéristiques de ces deux techniques de dépôt sont une très faible vitesse de dépôt, pratiquement couche atomique par couche atomique, donc ce qui permet la réalisation de couches de matériaux différents et ou différemment dopés avec des profils de composition et de dopage extrêmement abrupts. Dans ce cas, la discontinuité d'une couche à l'autre se tend typiquement sur une épaisseur de l'ordre de la monocouche atomique. Les contraintes pour réaliser des couches de qualité sont la condition donc, nécessaire à la réalisation d'une bonne couche hétéropétaxie d'un semi-conducteur, par exemple, 1 sur un autre semi-conducteur 2, et que les deux matériaux aient, premièrement, même structure cristalline et des paramètres de maille voisins. Donc, ce sont les deux conditions nécessaires pour avoir une couche de qualité. Par contre, si ces deux conditions ne sont pas réalisées, donc il va y avoir des effets indésirables. Par exemple, si les structures cristallines sont différentes, donc le dépôt est généralement amorphe, ou dans le meilleur des cas, il est polycristallin. Par contre, si les paramètres de maille sont différents, le matériau constituant la couche de plus grande épaisseur impose sa maille à l'autre, donc au moins au voisinage de l'interface, ce qui entraîne l'existence dans le matériau de faible épaisseur d'une contrainte biaxiale dans le plan de la couche. Quelques exemples de matériaux utilisés pour réaliser ces couches minces. Pour les semi-conducteurs, nous avons les composés 3,5, tel que le GS, le 2,6 et leur alliage respectif.
Donc, ce type de dérayage peuvent être épitaxés les uns sur les autres pour obtenir des hétérostructures. Un exemple, quelques exemples sur les hétérostructures simples. Nous allons à l'hétérojonction où on dépose un semi-conducteur sur un autre, comme ici, le nitrure d'arsenic et de gallium sur le phosphure d'indium et de gallium. Nous allons aussi la structure Schottky, on dépose un métal sur un semi-conducteur, ou la structure mise, par exemple, où il y a un empilement de 3 couches, un semi-conducteur, un isolant et un métal. Ces hétérostructures peuvent être classées en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les hétérostructures de type 1, comme vous le voyez ici, où les extrémats des bandes de valence et de conduction sont situés dans le même matériau, c'est-à-dire dans la même région. Donc ici, vous avez le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence qui sont situés dans le même matériau qui est le semi-conducteur 1. Il y a aussi les hétérostructures de type 2 où les extrémats des bandes de valence et de conduction ne sont pas situés dans la même région de l'espace, comme on le voit ici. Donc, le minimum de la bande de conduction est situé dans le semi-conducteur 1, alors que le maximum de la bande de valence est situé dans le semi-conducteur 2. Pour la recombinaison des porteurs de charge dans les deux types d'hétérostructure. Donc, dans le cas d'hétérostructure de type 1, les électrons et les trous sont piégés dans le même semi-conducteur, ici le semi-conducteur 1, comme on le voit ici. Donc, les électrons, quand ils passent dans la bande de conduction, donc ils restent toujours dans le même semi-conducteur. Par contre, dans l'hétérostructure de type 2, les électrons et les trous sont spatialement séparés, comme on le voit ici. Les électrons sont, par exemple, dans le semi-conducteur 1 et les trous dans le semi-conducteur 2. Donc, on déduit de ça, dans le cas de l'hétérostructure de type 1, celle-là, la recombinaison entre les électrons et les trous seront importants. Par contre, dans les hétérostructures de type 2, ces recombinaisons seront beaucoup moins probables parce que ici, il se trouve des transitions directes. Alors ici, ce sont des transitions indirectes. C'est-à-dire ici, c'est comme dans le cas du gap direct et le gap indirect. Vous avez ici quelques cas. Par exemple, si on prend le semi-conducteur 1, c'est l'arsenure de gallium. Le semi-conducteur 2, c'est un alliage composé de l'arsenic et de la gallium et de l'aluminium. Dans ce cas, par exemple, si on prend le pourcentage d'aluminium inséré dans le réseau GS, c'est 30%. Donc, on va avoir l'offset du gap, c'est de l'ordre de 0,428 électronvolts. Et l'offset sur la bande de conduction, c'est de l'ordre de 0,383. Alors que l'offset sur la bande de valence est de l'ordre de moins 0,045 électronvolts. Vous voyez ici que l'offset sur la bande de conduction est positif, alors que l'offset sur la bande de valence est négatif, donc la structure, plutôt l'hétérostructure est de type 1. Si on prend par exemple le cas 2, où le semi-conducteur 1, c'est l'arsenure d'indium, alors que le semi-conducteur 2, c'est le GASB. Donc ici, l'offset sur le gap, c'est 0,39 électronvolts, alors que l'offset sur la bande de conduction, c'est 0,84 électronvolts. Par contre, l'offset sur la bande de valence, c'est 0,45 électronvolts. Donc, vous remarquez dans ce cas que les deux offsets de la bande de conduction et la bande de valence sont de même signe. Donc, l'hétérostructure est de type 2.
Euh, Si on prend le cas de l'électrostructure de type 2, hein, elle a une spécificité toute particulière, hein, résultant du fait que la bande de conduction dans, par exemple, hein, la cyanure d'indium, elle a une énergie inférieure à la bande de valence de GSB. Vous voyez, hein, ici, la bande de conduction de l'ANS, elle est située au-dessous de la bande de valence de GASB. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Les électrons liés de la bande de valence, hein, de GSB se libèrent, hein, dans la bande de conduction de l'ANS. Et donc, hein, vous voyez ici, vous avez un comportement qui ressemble à un métal, c'est-à-dire il y a des électrons, hein, à la température ambiante, hein, dans la bande de conduction. Donc, hein, un tel cas, hein, ressemble à un métal. Bon, de cela, on peut prétendre comment obtenir une grande mobilité du porteur. Donc, si par exemple, on dope le semi-conducteur 2 avec des atomes donneurs, par exemple les électrons, hein, c'est-à-dire les donneurs, hein. Donc, les électrons fournis par les atomes donneurs quittent la bande de conduction du semi-conducteur 2 pour s'accumuler dans le puits de potentiel, hein, que constitue la bande de conduction du semi-conducteur 1. Hein, comme vous le voyez ici. Donc, hein, si on dope ici ce matériau, hein, avec des donneurs, donc ils vont le quitter et passer dans ce puits de potentiel. L'intérêt évident de ce type, hein, de structure est de disposer d'un matériau, hein, qui est le semi-conducteur 1, fortement dégénéré sans pour autant être dopé. Donc, vous voyez, c'est comme le cas d'un semi-conducteur dégénéré parce qu'il y a déjà, sans le doper, il y a des électrons dans, hein, la bande de conduction. Donc, hein, c'est comme le cas d'un semi-conducteur, hein, fortement indégénéré. Donc, vous remarquez, dans ce cas, il y a séparation spatiale des portants libres et des centres diffusants qui sont les donneurs ionisés. Donc, nous, on adopte ici, mais les porteurs de charge ici, les électrons, sont passés dans le matériau qui n'est pas dopé. Donc, ils ne vont pas ressentir l'effet hein, des donneurs ionisés. Donc, ce qui diminue considérablement le processus, hein, de diffusion et par suite permet d'obtenir une grande mobilité qui, dans certains cas, peut atteindre les 2 millions de centimètres carrés en volt-1 seconde. Donc, la conductivité sigma parallèle dans le plan de la structure est très, hein, importante. Donc, ici, hein, puisque ces électrons sont loin, hein, hein, des atomes de Planck qui peuvent créer des diffusions et tout, donc, hein, la conduction parallèlement à l'interface ici devient importante, donc ce qui permet d'avoir de grandes mobilités. Ici, on va comment on détermine le spectre d'énergie. Donc, on va essayer de séparer, hein, les mouvements. Donc, dans le cas où on considère une épaisseur L1 du semi-conducteur C1 faible, hein, inférieur à 200 angstrom, hein, les états électroniques ne correspondent plus au bas de la bande de conduction, comme dans le cas massif, mais sont quantifiés en structure de ce bande d'énergie, comme dans le cas de la couche d'inversion des structures MOS qu'on a vu la dernière fois. Donc, dans ce cas aussi, hein, le mouvement des électrons est quasi libre dans le plan de la structure et quantifié dans la direction perpendiculaire. Donc ici, hein, si les électrons, hein, si ce puits hein, est mince, hein, donc, hein, ces porteurs de charge sont libres et donc hein, leur mouvement parallèlement à l'interface, elle sera libre et elle est quantifiée dans cette direction. Bon, pour les fonctions d'onde, donc pour trouver la fonction d'onde, hein, on peut séparer le mouvement dans le plan de la structure du mouvement, dans la direction perpendiculaire, écrire la fonction d'onde des électrons sous la forme, hein, c'est-à-dire la fonction
d'onde globale qui dépend de x, y, z. Donc, dans le plan, c'est-à-dire parallèlement à l'interface, c'est comme dans le cas des massifs, dans le cas des semi-conducteurs massifs, c'est-à-dire c'est des fonctions de blocs, mais perpendiculairement selon la direction z, il y a un terme ici qui vient moduler cette fonction de bloc. Et cette fonction s'appelle la fonction enveloppe qui décrit la quantification du mouvement suivant z, c'est-à-dire selon l'axe perpendiculaire à l'interface. Donc, dans l'approximation de la masse effective, comme on l'a vu la dernière fois, le mouvement suivant z est régi par l'équation de Schrödinger, donnée par cette expression. Donc, ici, pour déterminer les solutions de cette équation, donc on doit avoir l'expression ou la valeur de l'énergie potentielle. Dans ce cas, donc si on prend l'origine au fond du puits, donc la hauteur de la barrière de potentiel sera celle-là. Donc, dans ce cas, ça correspond au cas d'un puits carré à une dimension. Donc, le potentiel, il va avoir, l'énergie potentielle va avoir cette expression. Donc, si le delta EC, ici, à la hauteur, c'est la différence entre les bandes de conduction. Donc, ici, pour Z est inférieur à 0 et Z supérieur à L1 de ce côté-là. Par contre, à l'intérieur, ici, les porteurs de charge sont considérés comme libres, donc il n'y a pas de potentiel. Dans ce cas, il en résulte une structure de sous-bande d'énergie avec une quantification discrète suivant Kz et une variation pseudo-continue suivant K parallèle, c'est-à-dire parallèlement à l'interface. Donc, l'énergie totale d'un électron, elle va avoir la même forme qu'on a déterminée dans le cas du mouvement des électrons dans le cas à l'interface entre le semi-conducteur et l'isolant dans le cas d'une structure MIS. Donc, les énergies des minima et des différents sous-bandes sont évidemment en fonction de la profondeur et de la largeur du puits de potentiel. Donc, et ici, bien sûr, cette largeur et cette hauteur, ce sont ces deux paramètres qui gouvernent l'énergie du système. Donc, pour ce puits quantique, on va voir deux cas. Dans le premier cas, on va considérer un puits de profondeur infinie. Dans ce cas, le delta EC qu'on a vu précédemment, on le considère important et du point de vue mathématique, on va considérer qu'il est infini. Donc, pour Z est inférieur à 0 et Z est supérieur à 1, alors qu'à l'intérieur du puits, on va considérer que Vz égale à 0. Donc, les conditions limites, comme on les a vues la dernière fois, sont égales, la fonction d'onde s'annule de 1 pour Z égale à 0 et aux deux frontières, c'est-à-dire pour Z égale à 0 et Z égale à L1, comme ici. Donc, la fonction d'onde ne peut pas pénétrer ici et ne pas pénétrer ici. Donc, le porteur de charge, en l'occurrence l'électron, il se déplace ici, donc il ne peut pas aller dans cette région. Donc, la fonction d'onde est nulle ici et ici. À la lumière de ces conditions limites, donc, on va essayer de résoudre l'équation de Schrödinger avec Vz égale à 0, parce qu'on la résout dans le puits de potentiel, on considère l'énergie potentielle égale à 0. Donc, l'équation de Schrödinger se réduit à cette forme avec K carré, c'est donné par cette expression. Donc, pour le cas d'un puits de profondeur infinie, les solutions de l'équation précédente sont de la forme
sont de cette forme. Et si on applique les conditions limites, nous allons avoir pour z égale à 0, donc on va avoir sinus phi égale à 0, donc phi égale à 0. Pour L, où z est égal à 1. Donc on va voir sinus KL qui doit être un multiple de 1pi, donc K est égal à 1pi sur L. Et en revenant à l'expression de K ici, K carré, donc on va voir finalement que l'énergie est donnée. Et comme K carré est égal à N carré pi carré sur L1 carré, donc on va avoir l'énergie comme ça. Et vous voyez que dans ce cas, l'énergie des porteurs de charge l'énergie est quantifiée. Donc l'énergie totale, donc ça c'est le terme qui correspond au mouvement parallèlement à l'interface, et ça c'est dans la direction Z, c'est-à-dire perpendiculairement à l'interface. Pour déterminer la fonction d'onde, donc on va utiliser la condition de normalisation, c'est-à-dire puisque l'électron il est confiné dans ce puits, donc l'intégrale de la probabilité, la densité de probabilité sur Z entre ici et là, donc elle va nous donner 1, c'est-à-dire qu'on est sûr que la probabilité totale ici est égale à 1. Et ce qui nous permettra, après ce calcul, de déterminer le paramètre ou le coefficient A qui est égal à la racine de 2 sur L1. Donc voilà la fonction enveloppe qui Z, qui module la fonction de bloc. Si on prend la structure, par exemple, le semi-conducteur 2, c'est cet alliage ternaire. Le semi-conducteur 1, c'est le GAS binaire. Donc, avec, bien sûr, X est égal à 30%, L1 de l'ordre de 110 angstrom. Donc, et sachant que la masse effective des électrons dans le cas de GS, c'est 0,067 M0, où M0 c'est la masse au repos. Donc on va trouver que N est égal à 48 par N carré en électrons volts. Par conséquent, pour N est égal à 1, c'est-à-dire le premier niveau c'est 48, pour le deuxième niveau c'est 1, 192 et ainsi de suite. Maintenant, on va aborder le cas d'un puits de profondeur finie. Donc, dans le cas où l'énergie de confinement des électrons n'est plus négligeable, parce que tout dépend de la structure réalisée, donc on peut se trouver dans une situation où l'offset de la bande de conduction n'est pas très importante et L1 est très petit. Donc, le résultat précédent sera modifié par la prise en considération de la profondeur finie du potentiel. Donc, l'énergie potentielle va avoir cette expression, c'est-à-dire hors le puits, donc elle a une hauteur V0 et à l'intérieur du puits est égal à 0. Donc, dans ce cas, le mouvement des électrons d'énergie inférieure à l'énergie potentielle n'est plus limité à l'intervalle 0,1, mais les électrons ont une probabilité non nulle de se trouver à l'extérieur du puits. Il y a dans ce cas 3 régions à considérer. Puisque la largeur du puits est très petite, donc il y a possibilité que les électrons se trouvent à l'extérieur du puits. Donc, on va résoudre l'équation du côté gauche et du côté droit du puits de potentiel. Donc, dans ce côté gauche, l'équation de Schrödinger est donnée par cette expression, avec ici, normalement, puisqu'on est dans la région 2, donc ME, c'est M2, qui est la masse effective des électrons dans le semi-conducteur 2. Et puisque l'énergie des électrons inférieure à V0, donc V0 est positive, l'équation
cette équation va avoir cette forme avec un K2 à cette expression. Avec la condition, bien sûr, que cette fonction tend vers 0 quand z tend vers moins l'infini. Et par conséquent, normalement, il y a deux termes ici exponentiels. On dit normalement A, la solution A exponentielle K de Z, plus B exponentielle moins K de Z. Mais de ce côté, puisqu'il y a une contrainte sur la fonction, il faut qu'elle soit finie vers moins l'infini. Donc, on va se débarrasser du deuxième terme et ne garder que le premier terme qui nous permet d'avoir une fonction finie. Par contre, dans la région 1, entre 0 et L1, donc à l'intérieur ici, le potentiel est nul. Donc l'équation de Schrödinger a cette forme et qui peut être réduite en posant k est égal à cette expression-là. Et ça, on le connaît déjà, on l'a vu dans la solution, c'est du type B sinus K1 Z plus phi. Bien sûr, cette région, c'est la même qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, normalement, la solution, c'est C exponentielle moins K2Z plus D, par exemple, exponentielle KZ. Mais ici, l'exponentiel positif, on va pas le garder parce que lorsque Z tend vers l'infini, donc la solution sera indéfini, donc on ne garde que celui-là parce que quand z tend vers plus l'infini avec ce mot-là, donc la fonction va tendre vers 0. Pour déterminer les constantes d'intégration, donc on va utiliser les conditions limites au point z égale à 0. Donc la continuité des fonctions d'onde et la continuité du courant de probabilité. Ça représente la continuité de probabilité aux interfaces. Donc, en appliquant cette condition limite, on va voir cette équation. Et la deuxième nous donne celle-là. Donc, à partir des conditions limites aussi pour z égale à 1, donc on va avoir cette équation et cette équation-là. Et donc, ce qui va nous donner ces deux équations ici. Bon, il faut, nous, on cherche le B et le C, donc il faut continuer à manipuler ces expressions. Donc, un traitement algébrique, donc des manipulations algébriques, vont nous permettre d'arriver finalement à ce que sinus phi égale à cette expression ici. Bon, d'autre part, il y a cette expression qui va nous permettre d'avoir phi, donc ce qui nous donnera par la suite et en explicitant phi dans les expressions précédentes, donc on va avoir le phi qu'on a vu ici, il y a le son ici, tangente phi, donc on va avoir K1 est égal à 1 pi moins 2 arc sinus, puisque le phi, on le connaît ici avec son sinus. Donc, arc sinus, cette donc, si on explicite K1 et K2, on obtient, donc, si on replace ici K1 et K2 par leur expression, donc on va aboutir aux valeurs possibles de l'énergie. Donc, vous voyez ici, il y a l'apparition du terme énergie. Donc, en résolvant cette équation non linéaire, donc on peut avoir les énergies. Donc, après avoir passé en revue tout ce qui concerne les puits quantiques et uniques, donc on va avoir dans cette troisième partie les multipuits quantiques. Bon, la définition des multipuits quantiques, donc, sont, donc on les obtient en juxtaposition une série de couches alternées d'un semi-conducteur
S1 et SC1 et SC2. Donc, on va voir un multipuits séparés par des barrières de potentiel. Donc, ici, pour avoir comment dirais-je, la quantification d'énergie, donc on va prendre la largeur du puits est inférieure à 200. Et pour qu'il n'y ait pas passage pari-tunnel à travers les barrières, donc on va considérer que la largeur des barrières est supérieure à 200 angstroms. Donc, avec la condition L1, c'est de l'ordre de 100 angstroms, les états électroniques de chacun des puits sont quantifiés, présentent une structure de ce bande d'énergie. Donc, c'est-à-dire, lorsque le L1 est de l'ordre de 100, donc on va trouver un peu une situation qui correspond à ce qu'on a vu à l'interface isolant semi-conducteur dans le cas de la structure MIS. Bon, donc, avec la condition L2, c'est-à-dire la largeur de la barrière est supérieure à 200 angstroms. Donc, la probabilité pour qu'un électron passe d'un puits dans l'autre par effet tunnel à travers la barrière est faible. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a dit que les puits sont indépendants. Donc, il n'y a pas passage d'électrons d'un puits à un autre. Donc, dans chacun des puits indépendants, la structure de ce bande d'énergie est analogue à celle d'un puits unique. Donc, le mouvement des électrons dans la structure est bidimensionnel. Donc, ici, le fait que la barrière a une largeur importante, donc, on se trouve comme dans le cas d'un puits unique, puisqu'il n'y a pas couplage entre les différents puits. C'est comme on le voit ici. Donc, en l'absence de couplage, les fonctions d'onde données sont, selon les régions de l'espace, sont données par ces différentes équations. Donc, on profite de ce qu'on vient de dire. Nous savons les solutions dans les différents cas. Donc, la fonction d'onde pour les différentes zones, elles sont données de ce côté. Maintenant, on va passer au puits couplé. Donc, on a dit que c'est la largeur L2 qui joue un rôle important dans cette affaire, couplé ou pas couplé. Donc, dans ce qu'on vient de voir, on a supposé que L2 est important. Donc, c'est la raison pour laquelle on a abouti à des puits indépendants. Mais maintenant, si l'épaisseur L2 diminue, donc la fonction d'enveloppe est alors différente de 0 dans le matériau 2 et la probabilité de présence d'électrons associés au puits 1 en Z supérieur est non nulle. Donc, les électrons peuvent passer de ce puits à ce puits-là. Et vous voyez, donc, la probabilité de présence, elle n'est pas, même si elle est faible, elle n'est pas nulle. Donc, l'électron du puits 1 va voir le puits 2 et la réciproque est vraie aussi pour les électrons du puits 2 qui voient le puits 1. Donc, on va dire ici que les états électroniques des deux puits, c'est-à-dire les puits 1 et les puits 2, sont couplés par effet tunnel parce que la largeur de la barrière est petite, donc les électrons peuvent passer à travers la barrière par effet tunnel. Et par conséquent, dans ce cas, du point de vue mathématique, les états des électrons dans ce cas ne sont pas des états propres du système. Et donc, on ne peut pas les prendre pour développer les fonctions d'onde des électrons. Donc, pour avoir les fonctions d'onde et les valeurs propres, c'est-à-dire les énergies, donc on va écrire
le hamiltonien du système. Donc, vous voyez, ça c'est le terme énergie cinétique. Et ici, il y a les deux situations, c'est-à-dire V1 dans le point 1 et V2, ça correspond à ce qu'il y a dans le pi à côté. Hein. Avec l'un des deux, c'est-à-dire celui-là, il est nul quand on est dans la zone 2 et celui-là, il est nul quand on est dans la zone 1. Et est égal à moins 0 pour lorsque on est dans la barrière. Bon, donc, la fonction d'onde, pour déterminer cette fonction d'onde, donc, dans le cas où on connaît les états propres et les fonctions propres dans chacun des puits supposés indépendants précédemment, donc, on peut développer les fonctions d'onde du système couplé sur la base des fonctions d'onde des puits découplés. C'est-à-dire, maintenant, on va écrire la fonction d'onde des électrons dans le cas des puits couplés comme une combinaison linéaire des fonctions d'onde qu'on a trouvées pour le cas des puits non couplés. Et pour avoir les valeurs propres, donc on va écrire cette équation de Schrödinger, ce qu'on appelle aussi du point de vue mathématique l'équation en valeurs propres, avec bien sûr la fonction d'onde qui est prise comme une combinaison linéaire pour c'est-à-dire développer sur les fonctions d'onde du puits découplé. Et si on multiplie à gauche par xj en intégrant dans tout l'espace, donc on va obtenir le déterminant suivant. Donc on prend cette équation, on la remplace ici, ici, et à chaque fois on multiplie une fois par C1 et une fois par C12 avec cette expression. Et donc, on va avoir une équation, un système d'équations à deux inconnus qui sont le A et le B. Et c'est un système circulaire qui ne peut pas avoir une solution différente de zéro si le déterminant n'est pas nul. Donc, pour avoir des solutions non nulles, c'est-à-dire A et B différents de zéro, donc on doit prendre ce déterminant égal à 0. Et donc, on va expliciter les différents termes qui apparaissent dans son déterminant. Donc, le E1 est donné par cette expression avec J est égal à 1 et 2, ce qu'on appelle l'énergie des électrons dans chacun des puits en l'absence de couplage. Donc, ça, c'est l'énergie des électrons dans le cas où on a un puits unique, enfin, même un petit puits, mais où il n'y a pas de couplage. Le fameux R, c'est l'intégrale de recouvrement des fonctions d'onde. Vous voyez, X1 avec C2, X2 avec C1, c'est-à-dire comment ça donne une idée sur le recouvrement des orbitales C1 et C2. Par contre, le terme S, donc vous voyez, il est pris en, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intégrale de dérive, qui traduit quoi? Il traduit la dérive des niveaux d'énergie de chacun des puits résultant de la présence de l'autre. C'est-à-dire, vous voyez, le deuxième puits, il influe sur les fonctions d'onde du premier puits, alors que le premier puits influe sur les fonctions d'onde du deuxième puits. Donc, c'est un terme de dérive. Par contre, ce terme traduit le couplage, qui est intégral de couplage, qui traduit l'interaction entre les niveaux associés à chacun des puits. Donc, vous voyez le couplage à travers pour chaque puits. Donc, ceci dit, on va prendre le déterminant est égal à 0. Donc, on va voir ces deux valeurs propres en fonction des paramètres du système. Bon, donc, le diagramme d'énergie, ça, c'est pour un puits isolé avec un puits où il y a le fameux paramètre S qui détermine la dérive. Par contre, si on va plus loin,
en tenant compte même du terme T. Donc ici, on néglige tout. Ici, on prend uniquement du terme de dérive, ici même le terme de couplage. Et vous avez vu ici, par exemple, on va revenir, on a pris la fonction d'onde comme une combinaison linéaire des fonctions d'onde pour l'électron dans chacun dans son puits indépendant. Et donc, on va donner une interprétation à ces deux paramètres A et B. Donc, ces deux paramètres, le AI, c'est-à-dire A1, A2, dans la probabilité de présence des électrons dans la première couche qui est SC1. À son voisinage immédiat, par contre, le BI2, il donne la probabilité de présence des électrons dans le semi-conducteur 2. Bon, maintenant, on va passer au super réseau. C'est quoi un super réseau? Donc, c'est un système de multipuits quantiques couplés, c'est-à-dire où la largeur de la barrière est faible. Donc, l'électron peut passer d'un puits à un autre. Donc, comment se forme le super réseau? Donc, le super réseau résulte de la juxtaposition de multicouches alternées de semi-conducteur C1 et semi-conducteur 2 avec les épaisseurs respectives L1 et L2. Donc, c'est comme il y a une maille de longueur L1 plus L2 qui se répète. Donc, un super réseau, c'est une grande succession de couches de deux semi-conducteurs. Et donc là, on peut faire l'analogie avec ce qu'on a vu, par exemple, dans l'étude des semi-conducteurs au départ, le bulk. Donc, lorsque vous avez un atome isolé, ça correspond à peu près à un puits quantique isolé. Donc, vous pouvez, lorsque vous ajoutez un atome avec un atome, vous allez obtenir la molécule. Donc, c'est un double puits quantique. Maintenant, si on rassemble plusieurs atomes, donc on va avoir l'état cristallin, c'est-à-dire ce qui correspond à un multipuits quantique couplé qui est le réseau. C'est-à-dire, on veut arriver au fait que lorsqu'on juxtapose plusieurs couches avec des épaisseurs L1 et 2 faibles pour qu'il y ait possibilité que les porteurs de charge, dans ce cas les électrons qui passent d'un puits à un autre sont une grande difficulté. Donc, on dirait qu'on a un réseau dans le cas du matériau bulk, c'est-à-dire le matériau massif. Bon, donc ici, on va voir la structure de ce band d'énergie. Puisqu'ici, les électrons passent d'un puits à un autre, donc c'est comme on va voir un mouvement à 3 dimensions. C'est la raison pour laquelle on a dit super réseau, c'est-à-dire avec ces multipuits quantiques couplés, c'est comme on forme un matériau massif au bulk en anglais. Et en plus, ici, il y a la périodicité. La structure périodique du super-réseau superposée à celle du cristal entraîne l'existence d'une superstructure de bande caractérisée par une zone de Brillouin. Donc ici, vous avez, puisque la structure a une périodicité L, c'est-à-dire pour le super-réseau, il a une périodicité L, et puisque maintenant les électrons circulent partout dans le super-réseau, donc c'est comme il y a aussi l'effet du bulk, du volume. Donc on fait intervenir la zone de Brillouin du matériau massif. Et ça, c'est comme il y a deux zones de Brillouin, celle relative à la structure périodique, c'est-à-dire les multipuits, et celle-là, c'est celle du réseau cristallin.
Donc, il va y avoir donc une zone de Brillouin qui correspond dans les directions X, Y, hein, et celui du super réseau dans la direction Z. Donc, avec A, c'est le paramètre de maille du réseau cristallin et L, paramètre de maille du super réseau. Et donc, vous arrivez, celle-là, d'ici vers là, c'est la première zone de Brillouin du réseau cristallin, c'est-à-dire le mouvement qui se passe parallèlement à l'interface. Et ici, vous avez la première zone de Brillouin relative à la structure formée par les multipuits quantiques couplés. Donc, si on compare le puits quantique unique à un super réseau, hein, donc on va voir, bon, ici c'est le cas de dispersion du puits infini unique, hein, comme on l'a vu pour une structure mixte, donc nous avons un puits quantique unique. Par contre, on a le super réseau, c'est-à-dire un ensemble de puits couplés. Donc, on va avoir, selon Z, cette superstructure, alors que parallèlement, c'est comme dans le cas d'un semi-conducteur massif. Bon, dans cette dernière partie, on va voir le modèle de Kronig-Épinay. Hein. Le modèle de Kronig-Épinay a été construit pour montrer analytiquement l'existence des bandes d'énergie. Et comme il ressemble au cas du super réseau, donc on va le reprendre pour tirer quelques conclusions. Donc ici, vous avez le super réseau. Hein. Donc la hauteur de la barrière, c'est l'offset de la bande de conduction. Et la largeur du puits, c'est L1. Et la distance entre les puits, c'est-à-dire la largeur des barrières, c'est L2. Donc, et la périodicité de super réseau, c'est L qui est égal à L1 plus L2. Par contre, le modèle de Kronig-Épinay qui a été imaginé, hein, c'est celui-là. Donc, il constitue d'une infinité de puits quantiques, tous de la même taille A. Donc, le puits, c'est celui-là. Hein, par contre, la barrière, hein, séparée par des barrières de largeur B. Hein. Et donc, par contre, la périodicité, c'est D qui est égale à A plus B. Donc, il y a correspondance entre le super réseau et le modèle de Kronig. Donc, L1, ici, ça correspond à A, hein, la largeur du puits, et L2, ça correspond à B, hein, L2, ça correspond à B, alors que L, ça correspond à D, qui est la somme de A plus B. Donc là, on doit résoudre aussi l'équation de Schrödinger, qui a cette forme. Donc, dans le semi-conducteur 1, elle va avoir, c'est-à-dire l'énergie potentielle est nulle, alors que dans le semi-conducteur 2, c'est-à-dire la région 2, elle est égale à V0. Ici, la masse d'électrons, dans le semi-conducteur 1, c'est M1, alors que dans le semi-conducteur 2, c'est M2. Bon, donc on va résoudre cette équation dans la région 1 et dans la région 2. Et donc, avec la notation, puisque E est inférieur à V0, donc le K2, il a cette valeur. Et donc, la solution de ces équations, parce que vous voyez ici plus, ici moins, donc pour la première, c'est des sinus et cosinus, par contre, trigonométrique, par contre, dans le deuxième cas, c'est du sinus et parabolique. Maintenant, on va utiliser, puisqu'il y a une périodicité, donc on va profiter du théorème de Bloch. Et donc, on va dire, par exemple, la fonction d'onde dans la région 3, c'est la fonction d'onde de la première région par cette
ce terme exponentiel. Et donc, on va trouver psi3 en fonction de psi1. De même, il est de même pour les dérivés. Hein, donc, on va, quand on dérive, donc on va trouver, utiliser comment dirais-je, ces deux expressions ici. Hein. Bon, pour déterminer les constantes, il faut utiliser les conditions de continuité, donc les continuités de la fonction d'onde et du courant de probabilité. C'est-à-dire la fonction d'onde, on dérive par exemple psi pour L1 est égal à psi pour L1 du côté de droit est égal à gauche, et de même pour le courant de probabilité. Donc, lorsqu'on écrit ces conditions aux limites, donc on va avoir un système d'équations. Vous voyez, il y a les paramètres A1, B1, A2, donc A1, B1 et A2, B2. Donc, il nous faut 4 équations, donc ce qu'on a ici. Et ici, cette équation est appelée équation circulaire parce qu'on ne peut pas avoir de solution que si le déterminant est égal à 0. Donc, une fois la note sous forme matricielle, donc on va écrire le déterminant est nul, donc on va avoir cette expression ici. Et donc, l'expression précédente devient de cette forme, qui est sur la forme, de la forme f, une fonction qui dépend de 0, L1, L2, M1, M2, E. Hein, donc, c'est celle-là. Tout celle-là est égal à cos K, L. Et vous savez que le cos, il est limité entre moins 1 et plus 1. Hein, donc, ces équations ne peuvent pas avoir lieu pour toute valeur, n'importe quelle valeur. Donc, ces paramètres doivent vérifier certaines contraintes. Donc, pour cos K est égal à plus ou moins 1, donc il y a possibilité de déterminer les énergies. Donc, ça représente les bandes permises. Par contre, si le cos K est différent de plus que 1 ou inférieur à moins 1, donc cette équation n'a pas de solution, donc ça correspond aux bandes interdites. Et le cas, c'est imaginaire dans ce cas. Donc, on peut, de cette équation, on peut faire des simplifications, ou plutôt des approximations pour retrouver les cas précédents. Donc, pour un puits plutôt, un puits découplé, c'est-à-dire on va supposer L2 est égal à 1. Donc, dans ce cas, l'équation précédente, après simplification, va donner sur ces expressions avec K1 et K2 en ces expressions. Donc, vous allez trouver finalement c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure pour les puits découplés. Donc, c'est l'énergie du puits isolé. Si le puits les puits sont très couplés, c'est-à-dire L2 est inférieur à L1, donc l'équation 1, après simplification, va nous donner vous voyez toujours que le cos qui intervient ici. Donc, pour avoir des énergies, donc celui-là, il ne doit pas être au-delà de plus 1, de moins 1. Et donc, si vous dessinez cette fonction et vous prenez cos K est égal à plus 1 ou moins 1, donc, les intersections avec les horizontales d'ordonnée plus 1, moins 1, elles définissent les extrémités de bande permises. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, vous voyez, ça là, ça correspond
à cos KL est égal à plus 1, et celle-là, cette horizontale correspond à cos KL est égal à moins 1. Donc, ici, hein, par exemple, cet intervalle correspond à des énergies, hein, permises. Par contre, là où cos k est différent, c'est-à-dire supérieur à 1 ou plus 1, donc ça correspond à des bandes interdites. Bon, pour la courbe de dispersion, donc il faut ici de manipuler un peu cette expression. Donc, en pesant A est égal à tout ça, hein, donc on va obtenir cette expression. Après un long calcul, donc on va avoir la dérivée de K est égale à 7. Hein, vous voyez que cette dérivée est égale à 0 si le KL est un entier, est un multiple entier de P. Bon, donc, les courbes, hein, de dispersion, c'est-à-dire comment on varie l'énergie en fonction de vecteurs, hein, d'onde. Hein. Vous voyez que les courbes, hein, sont des portions de paraboles à l'intérieur, hein, de chaque bande permise avec des déformations au voisinage ici. Hein, des extrémas correspondant à K est égal à plus ou moins, moins ou plus. Donc, on dit de façon générale plus ou moins NP sur L. Donc, à cause de la périodicité de la courbe de dispersion, donc on se limite à la représentation de la première zone, c'est-à-dire puisque les choses se répètent, donc on se limite ici, hein, dans la zone, l'étude de la zone. Voilà, donc voilà grosso modo, hein, ce qui concerne, hein, ces secours. Voilà, bonne chance, à la prochaine.